Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit ses consultations dans le cadre de la révision de la Constitution, de l'élaboration de la nouvelle Constitution. Hier lundi, avec les partis membres du RHDP, le chef de l'État a échangé. Le RHDP est donc venu écouter le chef de l'État qui a fait des propositions pour l'élaboration de cette nouvelle Constitution qui va instituer la nouvelle République. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à la sortie de cette rencontre. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Et à cet effet, la semaine dernière, j'ai rencontré successivement les partis politiques de l'opposition, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les organisations de la société civile. Et auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Puis j'ai rencontré les présidents des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter et recueillir les avis, les recommandations, pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la Constitution. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000, nous n'avions pas d'institution, puisque la Constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République, et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement, et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution et le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Et c'est à la fin de tout cela que nous irons au référendum. C'est dire que c'est un processus qui prendra un peu de temps. Et c'est ce qui explique que nous envisageons le référendum en septembre-octobre. Le comité d'experts continuera d'être en place jusqu'à ce que l'Assemblée nationale puisse examiner la Constitution. J'ai demandé que le projet nous soit remis le plus tôt possible et, si possible, dans un délai de 1 mois. C'est un exercice qui doit aboutir à septembre-octobre parce que par la Constitution, nous sommes tenus d'organiser les élections législatives au plus tard en fin novembre 2016. Et ce serait tout à fait normal que la Constitution puisse être présentée à nos concitoyens avant les élections législatives. Le président indien arrive ce mardi 14 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee poursuit sa tournée africaine débutée dimanche pour 6 jours après s'être rendu d'abord au Ghana et avant d'aller en Namibie.
Le président de la République de l'Inde, je le disais, débute donc une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne et ce, à partir d'aujourd'hui, mardi, une visite qui viendra intensifier davantage les relations ivoiro-indiennes. Mais avant, faisons un point sur la coopération entre les deux pays, une coopération qui s'étend à plusieurs domaines d'activité et qui fait de l'Inde un partenaire pour la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence. C'est un commentaire de Habiba Dambélé. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte, pour la plupart, des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. En plus de ce soutien financier, l'Inde apporte son assistance dans le domaine de la formation. À ce jour, plus de 500 Ivoiriens ont bénéficié de stages de renforcement de capacités en Inde, sans compter le millier d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités de ce pays. Bilan positif pour cette coopération ivoiro-indienne qui dure depuis 54 ans. Et le meilleur reste à venir, avec la visite officielle qu'effectuera le président indien en Côte d'Ivoire et la volonté affichée par les deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne dans un avenir proche. Et le président indien sera donc ici à partir d'aujourd'hui mardi. Parlons à présent de la coopération Côte d'Ivoire-Inde dans le domaine agricole. La Côte d'Ivoire est à l'école indienne. On retrouve Mahama Traoré. Son commentaire est fait par Jean-Jacques Kwameala. En 2015, 1 400 000 tonnes de riz paddy sont sorties des rizières ivoiriennes, insuffisant pour faire face à la consommation nationale estimée à près de 2 millions de tonnes par an. Si le potentiel naturel et humain existe, seule la transformation fait encore obstacle à l'autosuffisance en riz. D'où l'appui financier et technique apporté en 2010 par l'Inde à la Côte d'Ivoire pour le financement du Programme national de production de riz. D'une valeur de 30 milliards de francs CFA, ce programme mis en œuvre en 2015 vise à créer 30 unités de transformation de riz paddy. 4 localités sur les 30 choisies pour abriter ces usines sont en chantier avancé comme ici à Divo. Une fois opérationnelle, chaque usine va produire 25 000 tonnes de riz blanchi par an, soit une capacité additionnelle de transformation de 750 000 tonnes l'an. Le riz que nous allons produire sera autour de 350-400 francs le kilo, mais de bonne qualité. Voilà. En quelque sorte, ce serait une manière de lutter contre la cherté de la vie? Absolument, absolument. Lutter contre la cherté de la vie, rendre les gens autosuffisants et puis créer de la richesse. Créer de la richesse, créer des emplois. Ce genre d'usine, nous on a évalué à peu près entre 80 et 100 personnes. Ces 30 rizeries ne constituent que la première phase du Programme national de production de riz. La deuxième phase, qui sera lancée en 2017, prévoit de construire 30 unités de conservation et de stockage des riz. Si tout se passe bien comme prévu, ce programme devrait conduire la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en riz, mieux lui conférer un statut des pays exportateurs.
Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, a rendu visite le week-end dernier, samedi, aux populations ouai des régions du Cavali et du Guémon. Au centre de la visite, il a été question pour le ministre d'État d'inviter le peuple ouai à renouer avec les alliances interethniques, gage de cohésion et de développement. Il a aussi rendu hommage au peuple ouai qui a renouvelé sa confiance au président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Abordant l'actualité, le secrétaire général de la présidence a exhorté les populations à soutenir le président de la République. Ils étaient tous là, cadres des différentes formations politiques, autorités religieuses et coutumières, jeunes, femmes, bref. Le peuple ouai, dans toute sa composante, a fait le déplacement de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ces populations venues des régions du Cavalier du Guémon pour sceller l'union et la fraternité entre les fils et filles de ces deux régions, mais aussi pour célébrer la nouvelle dynamique de développement. Les 70 bâches installées pour la circonstance ont été insuffisantes pour accueillir les populations, car les fils et filles du Cavalier du Guémon veulent désormais parler d'une seule voix pour sortir leur région de la pauvreté. Depuis quelques semaines, monsieur le ministre d'État, depuis comme de jours, tous ces cadres que vous voyez, élus, ministres, cadres de la région se préparent jour et nuit. Nous avons appris à surmonter nos difficultés, malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences de vision. Mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis heureuse parce que mes frères ont montré que nous sommes un. Témoin de cette dynamique de fraternité et d'union naissante, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Pour lui, la présence d'un Sénoufo avec une forte délégation territoire ouai est signe de réveil de l'alliance interethnique pour le renforcement de la cohésion sociale. Le parrain de cette rencontre a saisi l'occasion de cette visite de travailler de fraternité pour inviter les cadres à l'union avant de rassurer les populations de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de tenir toutes ses promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Bientôt, c'est le 16 prochain, le président de la République tiendra un conseil président sur le secteur routier. Et je suis sûr, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, parce que je n'ai pas autorité pour le faire, vous ne serez pas oubliés. Le président m'a dit de vous dire, vous ne serez pas oubliés à l'occasion de ce programme présidentiel qui vient sur la période 2016-2020. Il a demandé que chaque membre du gouvernement attire l'attention, son attention, celle du Premier ministre et des ministres sectoriels, sur l'état d'avancement de tous les projets qui ont démarré et qu'il a promis, de manière à lui permettre et de permettre au Premier ministre de faire accélérer ce qui retarde. Parce que ce n'est pas toujours qu'à Abidjan, on est informé du fait qu'il y a des lenteurs. Alors, je remets la balle dans le camp des ministres qui sont dans la région. Il nous appartient également de regarder tout ce qui est compétent pour pouvoir le signaler à Abidjan, de manière à ce que les accélérations nécessaires soient faites. De la prochaine constitution, il en a également été question lors de l'intervention du ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Il est donc extrêmement important que nous ayons une loi fondamentale qui permettra de garantir la cohésion sociale, qui permettra de rassembler donc les Ivoiriens, qui permettra de garantir la paix, qui permettra de garantir la stabilité à long terme, qui permettra d'encourager tous les investisseurs nationaux et internationaux à investir pour permettre de créer des emplois pour les jeunes de ce pays. Un socle sur lequel nous pourrons baser la Côte d'Ivoire de demain et pour des générations et des générations, comme la première constitution de Houphouët-Boigny qui a duré et qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays stable sur une très longue période. C'est l'ambition du président de la République. Et avec vous, peuple du Guémon, je pense que nous pouvons relever ce défi. Les chefs coutumiers, les cadres et l'ensemble des populations sont engagés à promouvoir les alliances interethniques pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux régions, longtemps meurtries par les divergences politiques. Reportage signé Mamadou Kouassi. Des sociétés en liquidation comme la Sonarici, la Sogefia, les ECI, mais aussi les fonds sociaux ou encore les créances cédées par la BNI, la Banque nationale d'investissement à l'État. Bref, le recouvrement des créances contentieuses de ces structures se heurte à d'énormes difficultés liées notamment à l'ancienneté et à la prescription des créances, au refus de payer de certains débiteurs, à la précarité de la situation financière des débiteurs
débiteur ou même à l'expiration du délai de certaines garanties. Comment inverser la tendance? C'est tout l'enjeu du séminaire organisé hier lundi par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les détails avec Lanciné Bakayoko et Adama Kone. En raison des besoins de trésorerie pour financer les investissements de l'État, le recouvrement des créances litigieuses devient de plus en plus incontournable. Pourtant, ce recouvrement reste particulièrement difficile pour diverses raisons. Il s'agit tout d'abord des prêts très anciens, octroyés par des banques dissoutes. Ensuite, en ce qui concerne les débiteurs décédés, les ayants droit ignorent l'existence de ces dettes et donc les contestent. Enfin, certaines garanties mentionnées dans les dossiers de prêts sont inexistantes sur le terrain ou, lorsqu'elles existent, leur délai de validité a expiré. S'agissant des fonds sociaux, certains avals contestent le fait d'avoir donné leur caution aux bénéficiaires défaillants et refusent, par conséquent, d'honorer leurs engagements. Du coup, l'agence comptable des créances contentieuses est fréquemment convoquée par les débiteurs, tantôt à la police économique, tantôt à la police criminelle ou à la gendarmerie. Face à toutes ces difficultés, nous avons décidé de dresser un bilan diagnostique du recouvrement des créances contentieuses et surtout de mener avec l'appui de nos partenaires des réflexions sur l'élaboration de nouvelles stratégies d'optimisation des ressources liées aux dites créances. Au regard de son rôle important dans la mobilisation des ressources publiques, il importe aujourd'hui pour le Trésor de disposer d'un portefeuille fiable de créances dont le recouvrement devra s'appuyer sur des textes réglementaires adéquats. Le présent séminaire atelier devra être donc un cadre approprié pour créer les conditions d'une synergie d'actions visant à améliorer le recouvrement des créances contentieuses. Plusieurs institutions prennent part à ces assises, dont l'armée, la justice et l'administration publique. En bref et en images, les débats devant la cour d'assises d'Abidjan devraient reprendre lundi prochain. Un délai demandé par les conseils de Simone Gbagbo afin d'étudier les pièces produites par le parquet général et qui prouverait que l'ancienne première dame a effectivement commis des crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale qui a conduit à la chute de son mari en 2011. Les armes crépitent aux frontières de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Les deux pays, frères ennemis, s'affrontent depuis ce dimanche sur le front de Sorona. L'on compte de nombreux morts dans les deux camps et chacun accuse l'autre d'avoir ouvert en premier les hostilités. On en parle avec Thomas Guessambi. Depuis plus de 15 ans qu'ils se regardent en chien de faïence, les deux frères ennemis, l'Érythrée et l'Éthiopie, en viennent une fois encore aux armes. En premier, l'Érythrée accuse l'Éthiopie d'avoir ouvert ce dimanche le feu sur le front de Sorana. Une version contredite par le ministre éthiopien de l'Information. L'opposition érythréenne en exil, elle évoque un accrochage entre deux unités de reconnaissance qui aurait dégénéré dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été communiqué, mais l'on compte de nombreux morts dans les deux camps. De 1998 à 2000, les deux pays voisins se sont violemment opposés. Depuis, ils s'accusent mutuellement d'attaques et de soutien à des rebelles dans chaque pays. C'est en 1991 que l'Érythrée obtient son indépendance de l'Éthiopie après 3 décennies de guerre. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué la tuerie d'Orlando du dimanche dernier qui a fait état de 50 morts et de 53 blessés selon le bilan provisoire. Mais aux États-Unis, la solidarité s'organise autour des blessés au lendemain de la fusillade d'Orlando. Les habitants de la Floride se sont mobilisés pour des dons de sang. Les Américains sont entre colère et consternation. L'État islamique revendique la tuerie d'Orlando. Dans sa radio de propagande, le groupe terroriste revendique le meurtre de masse perpétré par un des soldats du califat, Omar Matin. Armé d'un pistolet et d'un fusil d'assaut, cet Américain d'origine afghane, âgé de 29 ans, aurait prêté allégeance au chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi avant de passer à l'acte. Pour lui, il s'agit d'une victoire sur le peuple de Lot, terme utilisé dans le Coran en référence aux homosexuels. 49 morts et 53 blessés, c'est le dernier bilan provisoire du carnage.
Le cœur brisé certes, mais la main sur le cœur, la communauté américaine se serre les coudes face à la crise. Un appel de don de sang a été relayé sur les réseaux sociaux appelant les Américains à faire le geste permettant aux hôpitaux de la ville de sauver des vies. Mais seuls concernés par cet appel, les hétérosexuels. L'administration américaine des denrées alimentaires et du médicament interdit toujours les dons de sang pour les hommes ayant eu des rapports homosexuels au cours de l'année écoulée. Les donateurs concernés ont submergé le centre de dons One Blood d'Orlando. Les habitants ont même été priés de revenir les prochains jours pour continuer cet élan de solidarité face à la crise. L'enquête pour l'acte terroriste ouverte par le FBI, elle, se poursuit. En France, le Sénat a entamé depuis hier lundi l'examen du projet de loi du travail. Cette institution majoritairement de droite entend donner un visage encore plus libéral au texte à la veille d'une manifestation nationale que la Centrale générale des travailleurs de France promet énorme. Kader Ouattara, Thomas Guessambi. La loi travail en projet sur la table des sénateurs français depuis ce lundi 13 juin. Après l'Assemblée nationale, c'est à cette institution d'examiner à son tour un des projets de loi les plus controversés sous la gouvernance François Hollande. Majoritairement de droite, l'institution entend donner un coup de barre libéral à ce projet, en commençant par faire sauter le verrou des 35 heures. Après la date butoir du 24 juillet, le texte devrait faire ensuite l'objet d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, afin de trouver un accord. En cas d'échec, c'est à l'Assemblée nationale que revient le dernier mot, ce qui pourrait amener le Premier ministre à utiliser à nouveau le 49.3, un article de la Constitution française. Les opposants à cette loi, quant à eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils prévoient tous converger vers Paris ce 14 juin pour une journée de mobilisation nationale et ce, en plein Euro 2016. Et pour terminer, sachez qu'un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie Ebola est accusé d'avoir utilisé 529 millions de francs guinéens, soit environ 40 millions de francs CFA. Y a-t-il eu gestion illégale des fonds alloués par les organisations internationales pour vaincre le virus? Hier lundi, le procureur a requis 18 mois de prison ferme contre le principal accusé, membre de la coordination nationale, et 5 ans de prison contre un employé du ministère de la Santé qui n'assistait pas au procès. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius, athlète handicapé, a comparu à nouveau hier lundi devant la justice pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. C'était en février 2013. Il a toujours affirmé avoir tiré sur elle en croyant à un voleur. En première instance, Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire et a passé 1 an derrière les barreaux. Sa condamnation a cependant été requalifiée en meurtre après un appel du parquet qu'il risque un minimum de 15 ans de prison. Un policier a été tué de plusieurs coups de couteau hier lundi devant son domicile dans les Yvelines, près de Paris, où son agresseur, se réclamant de l'État du groupe État islamique, s'est retranché et où sa compagne a ensuite été retrouvée morte. L'assaillant a été abattu par les policiers du raid qui ont retrouvé le fils du couple, âgé de 3 ans, sain et sauf. Merci de nous suivre sur RTI.